Nicolas Vidal. Chers amis, bienvenue sur Toxin pour ceux qui viennent de nous rejoindre ce matin. Et j'avais envie d'aborder avec vous en ce vendredi matin des sujets extrêmement importants. Et on va se tourner bien sûr du côté de la Mittel Europa, des pays de l'Est, de l'Europe centrale et de la Pologne. Et pour ça, ce matin, je reçois Olivier Beau. Bonjour Olivier, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien, merci. Peut-être pas comme la Pologne, je dirais, qui ne va pas très bien en ce moment, mais moi, ça peut aller, merci. Bon, mais tant mieux, ben oui, parce que la Pologne, pays cher à mon cœur, puisque j'ai une partie de mes racines, donc je m'y intéresse depuis un certain temps. Je suis beaucoup allé en reportage sur place et j'aime bien avoir des infos là-dessus, puisque on le sait, ce matin, je vous ai invité, Olivier Beau. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Toxin dans cette matinale. Vous, merci. ben, c'est normal, on essaie de faire parler toutes les voix pour avoir des décryptages sur l'ensemble au moins sur le territoire européen. Vous êtes responsable notamment de la communication d'Ordo Iuris. Là-dessus, c'est quoi Ordo Iuris rapidement pour qu'on vous situe, pour que nos téléspectateurs vous situent, Nicolas Beau. Olivier Beau, pardon. Olivier Beau, Nicolas. Excusez-moi. Ouais. Alors, Ordo Iuris, c'est un important think tank polonais, c'est un think tank juridique, conservateur, pro-vie, pro-famille, pro-liberté et pro-souveraineté, qui agit à la fois en Pologne. On a un département d'intervention judiciaire. On a aussi un département d'analyse, on publie beaucoup de rapports. Et on agit aussi, on avait par exemple des experts la semaine dernière à un sommet de l'ONU à New York. Donc on agit aussi dans les instances internationales, y compris auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, et on fait un peu aussi de lobbying auprès des parlementaires, aussi bien polonais qu'européens. D'accord, au moins c'est clair, c'est intéressant là-dessus, parce qu'on va en parler, vous avez parlé de la Cour de justice de l'Union européenne, on va en parler parce que vous m'avez envoyé quelques articles pour préparer cette émission, préparer cet entretien, parce que c'est toujours mieux de travailler, ce n'est pas le cas de tous les médias mainstream, nous on essaye de bosser un maximum, voilà, notamment vous avez 2 articles, j'aimerais qu'on parte sur ces thèmes-là ce matin, Olivier Beau, et merci d'être avec nous sur Toxin. Le grand reset finalement, une réforme urgente et radicale de l'Union européenne, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sujets là-dessus, et après on parlera de la Pologne également. Là-dessus, il y a un rapport qui est brutal, mais qui mérite la brutalité de l'Union européenne dans sa non-démocratie permanente et sa forme d'autoritarisme ambiant qui, tous les jours, j'ai l'impression, s'émancipe au regard des peuples et de notre droit à disposer de nous-mêmes, Olivier. C'est ça, c'est quoi ce grand reset, ce great reset propre et cher à Papy Schwabi, Klaus Schwab, concrètement, c'est la référence au great reset. Oui, on a utilisé, c'est vrai, on a publié un rapport avec le Matthias Corvinus Collegium, le MCC hongrois. Et en fait, c'est un rapport préliminaire, c'est un avant-projet de réforme de l'Union européenne qui part d'une conférence qu'on avait organisée en septembre, qui était plus axée sur l'impact potentiel de la réforme des traités proposés par le Parlement européen. C'est une résolution adoptée en novembre 2023 qui, si cette réforme est menée à bien, centralisera complètement l'Union européenne et finalement mettra fin à la démocratie. Et nous, notre conférence en septembre avec la Heritage Foundation des États-Unis se concentrait plus sur l'impact potentiel sur les relations transatlantiques de ce traité. Mais comme on était en présence de nombreux groupes de réflexion, think tank, organisations, fondations aussi politiques, notamment celle des patriotes au Parlement européen, alors c'était encore Identité et démocratie, et on a eu l'idée pour éviter que tout ce débat sur la réforme des traités européens finalement soit enfermé comme d'habitude sur combien on accepte de donner de souveraineté cette fois et combien on en garde, puis après on va crier victoire, oui super, par rapport au projet initial, on aura abandonné que la moitié de la souveraineté qui était prévue. Donc l'idée, c'est d'élargir le débat à une autre réforme qui irait dans l'autre sens, qui permettrait de récupérer une grande partie de la souveraineté perdue et qui a notamment été perdue non seulement sur la base des traités, mais sur la base de décisions qui sont finalement illégales, qui sont contraires au droit des instances européennes, sur la base d'une jurisprudence très créative de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est de réformer ce machin. Faut
l'ONU, voilà, pour que ça puisse être effectivement un espace de coopération entre nations souveraines et un espace qui reste démocratique. Donc, le grand reset, effectivement, c'est un clin d'œil un peu à, pardon, Ouais. à cette idée des mondialistes qu'il faut refaire la société, refaire le monde. Nous, on veut refaire l'Union européenne avec deux scénarios. Un scénario qui prévoit une réforme des traités en profondeur et, si cela échoue, un scénario qui prévoit de dissoudre complètement l'Union européenne et de créer quelque chose de nouveau, une communauté Ouais. européenne des nations. Voilà, c'est ce que je veux dire, Olivier. C'est une Europe des nations, en fait, où chacun a sa souveraineté, chacun décide de ce qu'il a envie et qu'il y a des accords bilatéraux avec chaque pays sur des sujets très différents en fonction des intérêts des uns et des autres. C'est ça le projet aussi. Alors, bilatéraux, peut-être pas tout à fait. Le Ouais. projet, c'est l'idée d'une Europe plus à la carte. Une Europe à plusieurs vitesses, comme on dit des fois en critiquant cette idée, alors que c'est une bonne idée, où chaque pays pourrait décider à quel point il veut partager sa souveraineté avec les autres. Alors, cette Europe, cette communauté européenne des nations offrirait un cadre institutionnel pour cette coopération, mais les pays qui ne voudraient pas abandonner leur souveraineté dans certains domaines, ça existe déjà avec les opt-out, par exemple, du Danemark, qui sont assez connus, mais ça serait la règle, en fait, ces opt-out, et aussi avec des possibilités pour chaque nouvelle loi européenne, chaque nouvelle directive, chaque nouveau règlement, de remettre en cause pendant un certain temps ces directives. En fait, l'idée, c'est aussi d'éviter cette croissance exponentielle du droit européen où finalement plus personne ne s'y retrouve. Donc, c'est de remettre tout à plat et pour chaque règle européenne qui serait créée, de devoir à nouveau, au bout d'un certain temps, confirmer qu'on la garde. Et dans le cas contraire, on la jette, quoi. Enfin, c'est plusieurs idées comme cela. Aussi, l'idée de transformer la Commission européenne pour qu'elle n'ait plus cette capacité d'initiative législative et en fait de transférer la majorité des pouvoirs au niveau de l'Union européenne au Conseil, qui est la réunion en fait des gouvernements des États membres de l'Union européenne. Oui, parce que c'est intéressant et parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Vous en parliez tout à l'heure, la dissolution des démocraties, notamment avec le super pouvoir étatique. C'est d'ailleurs vers ça qu'on se dirige avec la Commission européenne. Ursula von der Leyen n'est la présidente que d'elle-même. Je veux dire, elle ne représente qu'elle-même. Elle a été élue à peu près par personne. Manifestement, qui porte aujourd'hui cette volonté? Est-ce que c'est l'Allemagne? Est-ce que j'ai quand même l'impression qu'Emmanuel Macron, nous en France, le porte aussi, même s'il le cache, il le dissimule. Il y a une volonté de finir de dissoudre, du moins pour nous, la France, et de finir de déléguer notamment notre souveraineté, avec, vous le savez, avec peut-être la mise à disposition ou le parapluie nucléaire européen qui ne serait que le parapluie nucléaire français, parce qu'il y a ces questions qui se posent. Qui porterait ce projet? Qui est le plus en verve là-dessus, Olivier Beau? C'est clairement la France et l'Allemagne. D'ailleurs, avant cette résolution adoptée en novembre 2023 par le Parlement européen, qui a lancé de manière formelle, officielle, la réforme des traités européens, c'est la première fois que cette procédure est utilisée depuis le traité de Lisbonne. Et avant cela, il y avait eu, je crois 2 mois auparavant, un rapport d'experts franco-allemands qui avait été nommé par les gouvernements français et allemands pour réfléchir à une réforme possible de l'Union européenne, et ça allait exactement dans le même sens. Et si cette réforme voulue par le Parlement européen a des chances d'aboutir, parce que je pense qu'on a tendance à croire que non, avec tous les problèmes qu'il y a eu pour adopter les réformes précédentes, on se souvient du traité de Lisbonne, mais finalement, le traité de Lisbonne, il a été adopté finalement. Alors que Et aujourd'hui, la Commission a des moyens de pression bien plus importants sur les États récalcitrants. Il y a notamment ce nouveau mécanisme d'État de droit qui permet de faire chanter notamment les États d'Europe centrale qui sont encore bénéficiaires nets du budget européen. C'est ce qui s'est passé avec, ce qui se passe toujours avec la Hongrie, ce qui s'est passé avec la Pologne. S'ils ne rentrent pas dans le rang, on leur supprime les fonds. Pour un gouvernement démocratiquement élu, c'est toujours compliqué parce que supprimer les fonds, ça veut dire qu'ils risquent de perdre les élections parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont plus financés. Voilà, donc
Donc, si le traité de Lisbonne, donc ce traité constitutionnel, on l'appelait auparavant, a été Ouais. adopté malgré l'opposition de deux pays contributeurs nets du budget européen, et dont un pays qui est un grand pays de l'UE, la France, ça a été adopté quand même il y a quelques années. Alors aujourd'hui, a fortiori, ce projet de réforme qui est Ouais. encore beaucoup plus radical, on aurait tort de croire qu'il n'a aucune chance d'être adopté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que si en Pologne on en parle, alors c'est un peu grâce à nous, c'est aussi grâce à certains députés, eurodéputés polonais au Parlement européen qui ont réussi à lancer l'alarme. Et puis c'est aussi grâce au fait qu'en Pologne, il y a quand même un certain pluralisme médiatique qui manque en France. Ouais. Dans les autres pays de l'Union européenne, on n'en parle pratiquement pas parce que Oui. la stratégie des élites européennes, c'est toujours de faire les choses discrètement. Que les gens ne s'en rendent pas compte, c'est un peu dans leur dos. Et voilà, et puis on va se réveiller un beau matin avec une nouvelle Union européenne où finalement, quels que soient les élus qu'on choisisse au niveau national, ça n'aura plus tellement d'importance parce que de toute façon, les décisions seront toutes prises à Bruxelles. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais vous recevoir ce matin et je vous remercie d'être avec nous en duplex de Pologne. Olivier Boss, ce matin, on le répète, pour vous représenter pour les gens qui viennent de nous rejoindre, les toxinettes qui viennent de nous rejoindre, vous êtes responsable de communication du think tank Ordo-Iuris, notamment. C'est intéressant puisque ça permet d'avoir ces voix, vous qui êtes français mais vous vivez en Pologne, de savoir ce qui s'y passe, et on va aborder la question de la Pologne. Mais je voudrais quand même une dernière question là-dessus. Concrètement, sur ce projet de réforme des traités européens, c'est intéressant parce que vous dites que c'est soutenu par l'Allemagne et la France, c'est actuellement en discussion et c'est toujours la même histoire. Ça vise à inscrire officiellement le primauté du droit européen sur nos constitutions nationales. D'ailleurs, l'Allemagne l'avait réfuté avec la cour de Karlsruhe, l'avait clairement pas abandonné, mais du moins avait mis un veto, et la Pologne qui a fait la même chose, ou du moins elle est sanctionnée, comme ça avait été la Hongrie, notamment, vous l'avez dit, sur l'état de droit. On se rappelle des combats de l'ancienne ministre de la Justice, Judith Varga, qui n'avait plus au gouvernement, mais qui avait notamment beaucoup bataillé pour le gouvernement Orban là-dessus. Eh bien, effectivement, c'est ça, c'est grosso modo vos constitutions, on s'en tamponne. Désolé de la trivialité d'expression, mais c'est comme ça que je le décrypte, Olivier Beau, ce matin. C'est tout à fait ça. Alors, ce qu'il faut dire aussi, alors on parlait de ce projet de réforme de l'Union européenne, effectivement, il officialiserait une situation qui essaye d'imposer aujourd'hui le Conseil de justice de l'Union européenne et la Commission européenne de manière, en fait, contraire à l'état de droit. Donc, ça officialiserait cela. Un des points de la réforme proposée des traités, c'est qu'effectivement, la primauté du droit européen, non seulement sur les lois ordinaires, ce qui est déjà le cas, mais sur les lois constitutionnelles, sur les constitutions. Ça voudrait dire que la CJUE deviendrait un grand tribunal constitutionnel supérieur à toutes les cours constitutionnelles nationales. Mais dans les faits, vous faites bien de le rappeler, je vous demande pardon, je ne suis un peu enroué aujourd'hui. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On a le droit de ça. On a encore le droit d'être enroué dans l'Union européenne, encore le droit. Voilà, et puis en ce moment, un jour il fait froid, un jour il fait doux. Donc, ce qui se passe depuis quelques années, c'est qu'effectivement, la Cour de justice de l'Union européenne, appuyée par la Commission européenne, essaye d'imposer cette primauté du droit européen sur les constitutions nationales dans les faits. Alors, ce n'est pas du tout dans les traités. Donc, la Cour allemande avait clairement dit que ce sont les pays membres de l'UE qui sont maîtres des traités. Oui. Et pas la Cour de justice de l'Union européenne. Et si la Cour de justice de l'Union européenne prend des décisions qui ne sont pas dans les compétences de l'Union européenne, eh ben, elles ne s'appliquent pas en Allemagne. Le Conseil constitutionnel français a aussi plusieurs fois, de même que le Conseil d'État, plusieurs fois aussi, a fait remarquer que la Constitution française était supérieure au droit européen. Et là, il n'y a jamais eu de conflit. Par contre, quand la Pologne, en 2021, la Cour constitutionnelle polonaise a expliqué que les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'organisation du système judiciaire européen, ça concernait tout ce conflit autour de la réforme de la justice en Pologne. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais on parlait des médias, y compris français, des atteintes à l'état de droit, etc. Il y avait eu des jugements
de la Cour de justice de l'Union européenne qui imposait de suspendre le fonctionnement de certaines chambres de la Cour suprême polonaise. Et le tribunal constitutionnel polonais a réagi en disant que non, ça ne fait pas partie des compétences qui ont été transférées à l'Union européenne par le peuple polonais et que conformément à la constitution polonaise, la Cour de justice de Luxembourg ne peut pas statuer sur ces questions. Alors ça avait fait beaucoup de bruit. On avait expliqué que que le tribunal constitutionnel polonais remettait en cause les traités, mais non, en fait, il remettait en cause l'interprétation très créative des traités par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, il y a eu la Pologne, et là, il y a eu des sanctions qui ont été adoptées, des sanctions financières que la Pologne a refusé de payer, mais comme la Pologne est bénéficiaire nette du budget européen, toujours plus pour très longtemps sans doute, eh bien, la Commission a retenu ces fonds sur d'autres fonds qui devaient être versés à la Pologne. Donc, finalement, la Pologne a dû payer ces sanctions. Alors, avec le nouveau gouvernement de Donald Tusk, elle s'est pliée. Et il y a eu aussi un conflit avec la Cour constitutionnelle roumaine, toujours un État qui est sensible au chantage financier de l'UE, où la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que les juges roumains, les tribunaux roumains, s'ils considéraient que des décisions de la Cour constitutionnelle roumaine étaient contraires aux Européens, ne devaient pas appliquer ces décisions. Donc, de fait, elle expliquait qu'il y avait une primauté du droit européen sur le droit constitutionnel roumain et que les tribunaux étaient redevables vis-à-vis directement de la Cour de justice de l'Union européenne et pouvaient complètement court-circuiter leur cour constitutionnelle. Et il y a eu une décision au retour de la Cour constitutionnelle roumaine qui a dit que non, ce n'était pas le cas, qu'en Roumanie, la Constitution est supérieure au droit constitutionnel. Et là, il y a une nouvelle, alors toujours dans l'affaire polonaise dont on parlait là, il y a eu une décision le 11 mars, c'est en fait un avis de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne qui redit que le droit européen est supérieur aux constitutions nationales et il parle d'une révolte, c'est le mot qui est utilisé, du tribunal constitutionnel polonais dans cette décision. Et en fait, l'idée, alors ça concerne aussi les Français, attention, parce que l'idée, c'est de créer des précédents pour après imposer dans toute l'Union cette primauté du droit européen, non seulement sur les lois ordinaires, mais aussi sur les constitutions. Donc, c'est pour changer en fait cette priorité du droit qui existe au vu des traités européens, pour le changer dans les faits. Et finalement, au cas où cette réforme voulue par le Parlement européen ne serait pas adoptée, finalement, réformer complètement, révolutionner l'Union européenne, mais sans changer les traités, donc sans aucune procédure démocratique. En fait, si je comprends bien Olivier Beau ce matin, finalement, dès qu'il y a une once de démocratie, on appelle ça une révolte au niveau européen. C'est ça. Dès qu'il y a un peu de... c'est ça. Oui, alors c'est un avis seulement de l'avocat général, mais il faut savoir que les avis de l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne sont presque toujours suivis. Alors, Olivier Beau, il nous reste encore 3-4 minutes cette interview. Je vous remercie d'être ce matin sur Tocsin. Merci à tous d'être là aussi. Je voudrais qu'on parle plus précisément du cas de la Pologne. Quel est l'état de la démocratie en Pologne? Est-ce qu'il faudrait craindre une situation à la roumaine? Est-ce qu'il faudrait craindre aujourd'hui, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a des choses comme ça à craindre aussi en Pologne? Parce qu'on sait qu'on en a déjà parlé sur Tocsin, ça bouge énormément en Pologne. Et est-ce que le conservatisme polonais, le patriotisme polonais également peut être menacé? La démocratie polonaise peut-elle être menacée de plus en plus violemment, j'ai envie de dire, Oui, tout à fait. Le Premier ministre lui-même a parlé de démocratie militante pour expliquer qu'on avait en face donc, des conservateurs qui auraient, paraît-il, violé l'état de droit pendant 8 ans. Ils auraient complètement dévasté l'état de droit. Donc, pour rétablir cet état de droit, il faut suspendre ces règles de la démocratie et de l'état de droit pendant un certain temps. Certains parlent aussi de justice transitionnelle, c'est les mots du ministre de la Justice, qui s'applique normalement quand on a une dictature et qu'on rétablit la démocratie. Effectivement, si on utilise les lois qui ont été mises en place pendant la dictature, des fois, ça peut être difficile de rétablir la démocratie. Mais enfin, la Pologne n'a pas été une dictature pendant les 8 ans de règles conservatrices. La preuve, d'ailleurs, c'est que les libéraux et la gauche ont gagné les élections et sont arrivés au pouvoir. Et pour donner un exemple de leur manière de fonctionner,
il y a une chambre de la Cour suprême qui a été créée avec les réformes du PIS, qui s'appelle la Chambre des affaires extraordinaires, et qui est chargée de valider les résultats des élections. Donc, quand il s'agit des élections de 2023 en octobre, quand la coalition de gauche et des libéraux anti-PIS a gagné, ils n'ont eu aucun problème pour reconnaître la légitimité de cette Chambre. Mais après, maintenant, on approche des élections présidentielles de mai, qui sont importantes, parce qu'en Pologne, le président a un droit de veto et la majorité actuelle n'a pas de majorité suffisante pour renverser ce veto. Ils ne reconnaissent plus cette Chambre. Donc, effectivement, on peut avoir une situation à la roumaine. Alors déjà, ils ne versent plus la subvention qui est due au parti Droit et Justice, le PiS, le principal parti d'opposition, alors que les autres partis reçoivent leurs subventions, y compris le parti de Donald Tusk. Donc, on a déjà une campagne qui est déséquilibrée. Ils ne reconnaissent pas la légitimité d'un tiers des juges en Pologne, tous ceux qui ont été nommés ou avancés pendant les précédents gouvernements, dont ceux de cette chambre de la Cour suprême, c'est une cour de cassation, la Cour suprême en Pologne, chargée de valider les élections. Donc, on a des voix au sein du camp gouvernemental qui laissent entendre que ces élections ne pourraient pas être reconnues, auquel cas ce serait le président de la Diète, la chambre basse du Parlement, qui prendrait la fonction présidentielle pendant quelques mois. Donc, ils feront passer toutes les lois qu'ils voudront. Grâce à ça, il n'y aura plus de veto et ils pourront réorganiser des élections à leurs conditions. Donc, c'est vraiment complètement… je veux dire, c'était pas arrivé encore en Europe, dans les pays démocratiques d'Europe après la guerre, ce genre de choses. Et c'est soutenu par Bruxelles, qui a débloqué les fonds européens qui étaient suspendus depuis plusieurs années. Et qui a en fait mis fin à la procédure de sanction au titre de l'article 7 du traité, pour risque d'atteinte à l'état de droit. Donc, ils ont le soutien international, mais ils n'ont plus le soutien des États-Unis. Alors là, il commence à avoir un petit problème parce qu'aux États-Unis, le camp des républicains est assez au courant de ce qui se passe en Pologne, y compris le vice-président J.D. Vance, alors qu'il était sénateur, avait fait quelques réflexions qui montraient qu'il est très au courant. Il y a même eu un rapport maintenant de l'Institut Hudson, qui est influent à droite aux États-Unis, qui justement décrit ces atteintes par la gauche libérale à l'état de droit en Pologne. Donc là, ils ont quand même un petit problème. Même ces jours-ci, il y a encore aussi un autre problème, c'est que la secrétaire, la personne qui a été secrétaire pendant des années, Jarosław Kaczyński, le président du PiS, a été interrogé pendant 5 heures par une procureure qui est très connue pour ses positions politiques assez virulentes contre le PiS, et par 2 avocats qui sont aussi connus pour être dans le camp gouvernemental. Et cette dame qui avait, je crois, 65 ans est décédée quelques jours après. Là, c'est le premier mort en fait. Alors, est-ce que c'était lié ? On ne sait pas. Apparemment, ces quelques heures d'interrogatoire l'ont beaucoup stressé. Ça concerne une affaire soi-disant de corruption, mais qui est complètement… il y avait un tribunal qui avait déjà décidé il y a quelques années qu'il n'y avait pas matière à continuer les procédures, et un tribunal, pas un procureur. Et voilà. Et alors qu'il y a déjà eu l'année dernière, pendant 7 mois, un prêtre et 2 fonctionnaires qui sont restés en prison, qui ont fait l'objet de mauvais traitements, ce qu'a même reconnu le défenseur des droits. Donc ça commence à faire beaucoup sur le compte de cette gauche libérale qui criait pendant 8 ans au loup, qui criait en fait aux atteintes à l'état de droit par la droite dite populiste. Et qui, arrivé au pouvoir, fait des choses que personne n'avait fait avant eux. Donc là ça commence à faire trop quand même. Ouais, mais c'est pour ça qu'on vous a reçu ce matin, Olivier Beau, parce que c'est intéressant. On voulait avoir ces éclairages. Merci beaucoup, c'est très clair. Et ça permet aussi de se rendre compte de la grille de lecture qui est la vôtre sur ce qui se passe en Pologne. Et est-ce que la Pologne pourrait-elle connaître une situation à la roumaine ? Eh bien, franchement, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas beaucoup rassuré ce matin. Et puis, si on va plus loin sur la France, on se rend compte que ces gens, l'Union européenne, sont prêts à intervertir ou interférer dans les élections de chaque pays avec des financements. Je vais ajouter juste une chose très rapidement. C'est que la raison pour laquelle l'Union européenne soutient le gouvernement de Donald Tusk, c'est justement parce que l'Union européenne veut faire passer cette réforme des traités, veut centraliser l'Union européenne
et qu'ils ont en Donald Tusk et ses amis des alliés. Voilà. Et en Roumanie, c'est la même chose. Ouais. En Roumanie, Ouais, c'est la même chose. Et Thierry Breton l'a dit, hein, si la AfD avait gagné en Allemagne, l'Union européenne aurait fait annuler les élections. Alors, je ne sais pas si avec l'Allemagne, c'est possible. Avec la France, est-ce que c'est possible? On verra. Ouais. En tout cas, franchement, tout est envisageable. Et c'est bien le problème pour nos démocraties. C'est un vrai risque. En tout cas, merci beaucoup, Olivier Beau, d'être venu ce matin Je vous remercie sur de Top m'avoir 1. invité. C'est normal, on aime bien avoir des grilles de lecture, je le disais, en Pologne, dans d'autres pays. On suit beaucoup ce qui se passe en Roumanie, on va suivre ce qui se passe en Pologne. Et bien entendu, merci de nous avoir apporté votre décryptage. Vous êtes responsable de communication, directeur de communication, vous, de Ordo Lioris. Merci beaucoup et on vous invite, chers amis, à aller jeter un coup d'œil et à s'abonner à votre compte X, bien sûr, Olivier Beau. Merci, on vous souhaite une excellente journée, un excellent vendredi, un excellent week-end. Merci à vous, Olivier Beau, d'être venu passer sur Top 5. Merci beaucoup. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.